Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. L'opposition intellectuelle contre la gestion de la rue, la gestion du pouvoir à la manière de la rue de l'UDPS, comme le disent certains analystes au niveau des émissions radio, télévisées. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, le professeur Nemi Mwilanya Wilonja avait fait son livre Joseph Kabila Kabange, République et démocratie du Congo sous Joseph Kabila, Devoir de mémoire. Matata Ponyo a lui aussi bénéficié d'un ouvrage écrit par près de 3 professeurs d'université, un ouvrage qui reprend pratiquement les grandes réalisations de Matata Ponyo Mapone pendant son passage pendant près de 4 ans au niveau de la primature de la République démocratique du Congo. Matata Ponyo, vous le savez tous, a été interdit de quitter le territoire national pour ses affaires, ses ennuis judiciaires. Vous connaissez, il y a eu main levée dans les dossiers, aérianisation par rapport au dossier Bukangalozo. Matata Ponyo Mapone n'a pas été jugé parce qu'il n'y a pas de juridiction qui juge les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres. Est-ce qu'il y a un complot contre Matata Ponyo qui se fait passer depuis plusieurs moments comme le potentiel candidat président aux élections de 2023? Gêne-t-il Félix Tshisekedi à telle enseigne qu'il soit interdit d'aller se recueillir devant la dépouille mortelle de sa sœur qui est décédée depuis bientôt quelques jours? Nous allons nous poser des questions sur pourquoi Paul Kagame a brillé par son absence au sommet de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous le savez tous, Paul Kagame est très accusé dans l'agression de notre pays au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a fait des déclarations fracassantes comme quoi il est prêt à venir rétablir l'ordre en République démocratique du Congo au nom de la paix au niveau de son pays de 1000 collines. Je parle de la République du Rwanda. Nous allons aborder un tout petit peu la question RAM. On a promis de supprimer le RAM, mais quid de l'argent récolté à l'aide de ces RAM qu'on a qualifié par certains de taxes, mais pas d'autres, d'une forme de rémunération au service rendu. Nous en parlerons avec notre invité qui va donner ce point de vue par rapport à cette question. Et puis finalement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors d'une réunion de travail, a rassuré le peuple congolais devant le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, le VPM de l'Intérieur Daniel Asselon, ainsi que le délégué la CENI, que les élections se tiendront à la date prévue, c'est-à-dire en 2023. Une promesse de trop ou de moins. Est-ce que la promesse de Félix par rapport à la tenue des élections sera respectée? Encore une fois, merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Pero Louara. Pero Louara est journaliste et propriétaire de la chaîne de télévision CEPEL Télévision. Claude Pero Louara, c'est ça le nom de la chaîne. Il est journaliste, il est chroniqueur politique éditorialiste. Pero Louara, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci, bonjour Patrick, je suis très heureux de venir ici et apporter ma contribution à l'édifice de cet ouvrage aussi important que tu es en train de faire. Je voudrais saluer tes téléspectateurs, tes internautes et surtout m'incliner sur la dextérité et la bravoure dont tu as toujours fait preuve, surtout la qualité du travail que tu fais. Je t'ai su à la lettre et la preuve est là, en quelques jours, en quelques mois, tu as dépassé la barre des 1000 abonnés. Ça veut dire que les Congolais et les internautes apprécient énormément ce que tu fais. Je voudrais vraiment saluer la qualité du travail. Je suis très fier d'être journaliste dans un pays où on a des compétences et des intelligences comme la tienne. Merci beaucoup. Tu vois, j'étais tutoie, nos téléspectateurs nous excuseront parce qu'à part ici, on se voit, on se rencontre. Je ferai de mon mieux pour tenter les vouvoiements. Si ça ne vient pas, les tutoiements, ça tient toujours, ça passe. Merci beaucoup, Pero. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pero Louara, directeur général de CEPEL
télévision. On va parler un peu de vous. Hein. Vous avez une grande expérience. J'ai été avec vous à Kisangani. Vous étiez très très connu, très célèbre à Kisangani. Je le présume bien dans d'autres villes de notre pays, voire même à l'extérieur du pays. Laquelle des expériences a été la meilleure? Celle que vous aviez eue par le passé, c'est-à-dire Digital Congo, ou celle que vous avez maintenant avec votre propre chaîne? Les expériences sont les bienvenues. Moi, j'ai comme l'impression que la vie de l'homme s'est construite autour des expériences. Il n'y en a pas des mauvaises, il n'y en a pas des bonnes. C'est la constellation, la sommation de toutes les expériences, des ratés, des chutes qui font que l'homme s'est construit et qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Digital Congo m'a formé, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à Digital Congo. Je suis arrivé à Digital Congo, j'avais 21 ans, en deuxième année de graduat. Tout jeune, hein? Tout jeune, j'étais très jeune. C'est donc là-bas que j'ai fait j'ai fait mes B.A.B.A. à la télévision et à la radio. Donc, je suis un produit des Digital Congo. Je n'ai pas honte de les dire. J'ai eu la chance de tomber sur des aînés très efficaces, très compétents, comme Séverin Bamani, qui m'ont porté sur leurs épaules, qui m'ont appris ce travail, qui m'ont appris d'abord, avant de l'exercer, de l'aimer, parce que le journalisme, c'est d'abord une question des passions, une question d'amour. Les grands journalistes sont ceux qui aiment ce travail. Tu ne feras pas long feu dans ces métiers de journaliste s'il n'y a pas de la passion, s'il n'y a pas de sérieux, s'il n'y a pas de l'amour. Donc, Digital m'a formé, j'ai connu les hauts et les bas là-bas. Mes premières pleurs comme journaliste, je les ai eues là-bas. Mes premières joies, jouissances comme journaliste, je les ai eues là-bas. C'est là-bas que je me suis affirmé comme homme. J'ai eu mes enfants là-bas. Donc Digital Congo, c'est un peu comme une maison. Mais non, la succession de la vie, les expériences. Après, aujourd'hui, c'est CPL, c'est moi-même. Je commençais un peu difficilement. Petit à petit, la monnaie commence à prendre. Et on me laisse entendre que aujourd'hui, c'est quand même parmi les chaînes que les gens aiment. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses, les chaînes que les gens regardent. Je suis tout simplement heureux. Il n'y a pas une bonne, il n'y a pas une mauvaise expérience. Moi, je prends le tout et je me dis, je me suis construit. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Les difficultés, les chutes, les bas, toutes les expériences sont les bienvenues pour construire une personnalité et pour construire une vie. C'est très bien, on ne va pas rappeler les conditions dans lesquelles vous êtes parti de Digital Congo, on va polémiquer là-dessus. Pas les conditions parce que jusqu'à présent, c'est encore un contentieux parce que Madame Jeannette Kabila n'a toujours jamais respecté les contrats, il n'a jamais payé cet argent-là, donc ça ne me dérangerait pas qu'on parle des conditions dans lesquelles je suis parti de Digital Congo. Je suis parti de Digital Congo parce que je suis un révolutionnaire, il y a des choses que je ne pouvais pas accepter. Moi, je ne m'explique pas que vous engagez des pères de famille, des mères de famille qui travaillent avec vous, vous avez un grand nom sous vos épaules, vous vous appelez Kabila, votre père est enregistré dans les lots des héros nationaux de mon pays, vous engagez des gens, vous faites 15 mois, vous ne les payez pas. Je suis président de la délégation syndicale et porte-parole des agents, j'ai fait comment? J'ai tenté une négociation comme il fallait les faire, on veut me montrer que nous sommes forts, nous sommes puissants, j'ai dit non, la puissance reste à la loi, au respect des principes. J'avais demandé aux gens de sortir dans la rue, nous sommes sortis, nous avons gagné, est-ce que nous avons gagné? Elle a payé une partie, le gros elle n'a jamais payé, à l'heure où nous parlons, nous avons pu obtenir les PV de non-conciliation au niveau de l'inspection générale du travail. Nous sommes donc entrés d'aller porter plainte, mais non pour que la justice tranche les différends qui existent entre nous et Madame Jeannette Kabila dans le cadre de sa chaîne de télévision qui est Digital Congo ici à Kinshasa. Je voudrais préciser une chose parce qu'il y a des gens qui me disent tout le temps, à chaque fois que j'en parle, on dit c'était un acharnement contre Jeannette Kabila. Jeannette Kabila ne gère pas Digital Congo. Non, contrairement aux autres responsables des chaînes de télévision, Jeannette Kabila est non seulement propriétaire de Digital Congo, mais elle en est aussi PCA. Donc c'est elle la présidente du conseil d'administration. Elle est là dans l'administration de Digital Congo. Elle organise des réunions des conseils. Elle connaît la situation. Donc à double titre, je suis dans l'obligation de citer Jeannette Kabila quand je parle de ces différends entre les anciens agents de Digital Congo et la chaîne de Digital Congo et la chaîne Digital Congo qui lui appartient. Très bien, la page est tournée Digital Congo. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez le fait de partir de Digital Congo pour créer CPL Télévision? Vous dites que c'est parmi les chaînes les plus crédibles au niveau de YouTube. Est-ce que vous regrettez le fait de partir et de créer votre propre boîte? Non, mais je vais lancer un sondage si mes téléspectateurs verront les choses de la même façon. Non, je pense pas. Chaque chose a son temps. Je pense que je suis arrivé à Digital Congo, j'avais 21 ans. J'ai grandi, j'ai mûri, je me suis assagi à un moment donné. C'est comme j'ai dit, je considère Digital Congo comme une maison. Après, quand on est dans la maison des parents à un certain âge, on peut aller construire sa propre case, son propre village. C'est ce que je suis en train de faire dans le cadre des CPL Télévision. Moi aussi, aujourd'hui, je porte sur mes épaules des jeunes, des caméramans, des jeunes journalistes qui viennent aussi. J'essaye à mon tour aussi. Ils sont bien traités. Bon, en tout cas, nous sommes le 25 aujourd'hui, ils ont été payés. On sait que les débuts, c'est toujours bien.
Non, mais après un moment, ça capote. Ça fait quand même 2 ans que CPL Télévision existe. Ce que j'ai fait, moi, je ne voudrais vraiment pas, ça je prie tous les jours pour ne pas me retrouver dans la situation dans laquelle j'ai été avec Madame Jeannette Kabila. Vous savez, quand vous avez été porte-parole des opprimés, vous connaissez ce que ça signifie que d'être opprimé. Moi, je ne comprends pas. C'est là que je ne m'explique pas que vous ayez aujourd'hui un régime comme celui de l'UDPS en train de faire ce que je vois aujourd'hui. L'UDPS a construit sa carrière sur les brimades, sur les représailles. Donc, une fois qu'il était au pouvoir, il devait faire différemment. C'est un peu comme mon cas. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand on arrive le 15, tout s'arrête, je suis mal à l'aise. Je me dis, mais dans 10 jours, dans 15 jours, il faut payer les gens. Je ne voudrais vraiment pas qu'une voix se lève et qu'on me reproche ce que je reprochais à Jeannette Kabila. Dieu merci que je suis en train de tenir. Ceux qui travaillent avec moi, en tout cas, ils ne peuvent pas se plaindre des problèmes des salaires. Que ça soit grand, que ça soit petit, au moins c'est régulier et c'est à intervalles réguliers. Ça ne rate pas chez moi. Donc, on n'a pas de problème d'arriérer les salaires. Donc, je suis là, en train de me battre pour transmettre aussi à mon niveau ce que j'ai pu recueillir ou plutôt à recevoir de la part des aînés. C'est comme ça que les générations se construisent et se succèdent. Merci beaucoup, Pero Louara. On va parler encore de votre média. C'est quoi la ligne éditoriale? Parce que très souvent, on vous reproche d'être anti-fatiphobe. C'est ça le concept. Est-ce qu'il est vrai que votre média est fait tout simplement contre le pouvoir en place? C'est-à-dire le pouvoir de M. Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo? Non, mais c'est faux, parce que ceux qui suivent mon média, ils peuvent les dire. En termes de ligne éditoriale, moi, je suis vraiment au milieu du village et je dis ce qui est bon, j'applaudis et ce qui est mauvais, je condamne. Lorsque CPL Télévision a commencé, la ligne éditoriale, entre guillemets, parce que c'était pas une ligne éditoriale, les gens disaient que je soutenais Tshisekedi. Il n'y a pas de médias sur les réseaux sociaux qui ont autant mobilisé les gens en faveur de ces régimes que moi. Il vous souviendra, j'avais dit à M. Tshisekedi qu'il faut se séparer. M. Tshisekedi que Kabila a détruit ce pays. Je disais à M. Tshisekedi qu'il vous bloque. Nous avons soutenu M. Tshisekedi. Et vous savez ce qu'on me disait à l'époque? À l'époque, on me disait que je les faisais parce que j'étais kassaïen. Voyez-vous? Je rappelle que Claude Pero Louara est du Kasaï central. Non, ça? Je suis du Kasaï. Du Kasaï tout court. Je suis du Kasaï avec comme capitale Chikapa. Donc, on me disait que je le faisais parce que j'étais kassaïen. Donc, pendant tout ce temps-là, parce que je croyais à un idéal, je disais, ce monsieur s'appelle Tshisekedi, il a le nom d'un monsieur qui a réussi à inscrire son nom à lettres d'or dans l'histoire politique de ce pays. Il a porté pendant 37 ans des luttes les espoirs de tout un peuple. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, l'état des droits, il fallait les soutenir parce que je croyais en lui. Au début. Au début, oui, je croyais en lui. Tout le monde m'a dit, tu les fais non parce que tu es kassaïen. On en dit ça. À ce moment-là, j'étais pas contre Tshisekedi. À ce moment-là, j'étais pas au Katumbiste. Tout était bon. Mais j'avais dit à M. Tshisekedi une chose. J'ai dit, Monsieur le Président de la République, moi je vous soutiens parce que je ne crois pas en Kabila. Kabila était un mauvais président, je l'ai dit et je le redis encore aujourd'hui. Je crois que Kabila n'a pas été un bon président et le mariage ne profitait pas au peuple. Mais lorsque nous réussirons à mettre Kabila de côté, M. Tshisekedi avait 2 choses à faire. La première des choses, il fallait créer les distinguos entre les anti-valeurs condamnés, attaqués à l'époque des Kabila, est-ce qu'il devait être. Parce que je ne m'explique pas que vous ayez pendant 18 ans critiqué un homme, critiqué sa gestion et sa gouvernance, que quand vous arrivez au pouvoir, vous faites exactement la même chose que lui, et dans certains domaines, vous faites même pire que lui. Et je disais ceci à M. Tshisekedi, quand Kabila va se séparer, vous avez des choses à faire. La première des choses, ne créez pas une poubelle où vous ramassez tout le monde. Ramassez tout le monde si vous le voulez, mais faites un travail de formatage. Créez les lignes, créez les frontières, montrez à ces gens-là que désormais, l'intérêt supérieur du peuple doit primer avant toute autre chose. Monsieur le Président de la République, formatez la tête des gens qui vont venir vers vous. Mais je me suis rendu compte que avant Kabila égale avant Kabila, et dans certains domaines, et même parfois, avant Kabila, et pire qu'après Kabila. Attendez, je pris mes responsabilités. J'ai pris mon indépendance et ma liberté pour dire ce qui se passe actuellement, ce n'est pas ce que les Congolais attendaient de M. Tshisekedi. Quand moi je soutenais l'idée de l'union sacrée, quand moi je soutenais M. Tshisekedi, je ne soutenais pas ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Le dire ne fait pas de moi un ennemi de M. Tshisekedi. Le dire ne me fait pas de moi un opposant. D'ailleurs, si on était sérieux, des voix comme la mienne devaient être entendues pour améliorer l'action et la gouvernance. Les gens qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir, ceux qui entourent ce pouvoir, ne comprennent pas que la critique, elle doit plutôt leur profiter et on ne doit pas prendre toute personne qui critique comme un ennemi. Malheureusement, dans les faits, dans les gestes et dans les actions, j'ai l'impression qu'ils me considèrent comme un ennemi. Aujourd'hui,
on dit que je suis katombiste. Hier, on a dit que j'étais fayouliste. Mais non, on dit que je suis néo-kabiliste. Mais moi, ça m'arrange. Aussi longtemps que je ferai des choses par conviction et par idéal, avec mon cœur, tout ce que les gens diront, les stéréotypes, les caricatures, ne me représentent, ne me toucheront pas et ne me touchera pas et ne représentera absolument rien. Donc très bien, CPL TV est une télévision au centre, comme l'église au milieu du village, pas comme le milieu du village de la RTNC, mais là, le vrai milieu du village. Vous avez sorti quelque chose qui m'a touché. Vous avez demandé à monsieur Félix Tshisekedi de ne pas créer une poubelle. Aujourd'hui, vous avez l'impression que la poubelle a été créée et qu'il y a tout dedans. Non, mais c'est non seulement que l'Union Sacrée ressemble à c'est une sorte de et des poubelles et des blanchisseries. Ça sent très mauvais, ça pue sérieusement. À la fois poubelle et blancherie. Et les méthodes et les actions et les attitudes au sein de l'Union Sacrée, on se rend compte que ça ne va pas, cher Patrick. Ne nous cassons pas, ne nous voilons pas, regardons les choses en face, ça ne va pas. Ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Union Sacrée, il y a un manque des lignes, il y a un manque des frontières, un manque d'idéal, un manque de vision même. On ne sait pas où on veut nous amener. Il y a absence totale des lignes, absence totale des visions. Nous ne savons pas ce que M. Tshisekedi veut exactement, ce qu'il veut faire avec son union sacrée. C'est pire que comment dire... C'est pire que la poubelle, comme vous l'avez dit. Non, je ne veux pas dire, peut-être pas ça, mais je veux dire, c'est pire que tout ce qu'on attendait, quoi. C'est tout sauf ce qu'on attendait. C'est une grosse déception et c'est un grand gâchis, ce qui se passe actuellement dans le pays. C'est un grand gâchis. Grand gâchis. On va finir avec cette question de l'union sacrée, on va la vider, comme nous l'avons évoqué tout au début. Ce qu'on a combattu hier, les débauchages, les dédoublements, nous le constatons à ce jour avec Félix Tshisekedi. On a vu les PPRD mosaïques s'écrier, adhérer à l'union sacrée. On a vu des membres des partis politiques en même temps. Le parti est à l'opposition, mais lui est à l'union sacrée. On a vu des acteurs politiques qui sont issus d'une formation politique. J'ai parlé de Christophe Lutundula Palapenapala, qui est d'Ensemble pour la République. Et on connaît qu'Ensemble pour la République n'a pas encore levé des options sérieuses pour les élections de 2023 par rapport à la présidentielle. Mais Christophe Lutundula Palapenapala, lui, déclare déjà son soutien à Félix Tshisekedi, alors qu'il appartient à un regroupement politique qui n'a pas encore levé d'option au niveau de la présidentielle. Est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que l'Union sacrée ressemble à juste titre au FCC ou à la majorité présidentielle de l'époque où on avait des partis, à la fois un parti qui est à la fois à la majorité, mais à la fois à l'opposition? Non, l'Union sacrée ne ressemble pas au FCC. L'Union sacrée fait pire que le FCC. Aujourd'hui, entre le FCC et l'Union sacrée, je préfère le FCC. Pourquoi? Le FCC avait une ligne, que vous le vouliez ou pas. On savait que le FCC avait des structures. Le FCC avait une ligne, même si elle était mauvaise pour la République, parce que la gestion du FCC a démontré effectivement que ces gens n'avaient pas une très bonne vision pour la République, mais ils avaient ne fût-ce qu'une ligne. On savait, voilà, tel fait ça, tel fait ceci, tel fait ceci. Un peu de discipline aussi, hein? Il y avait la discipline. Avec le FCC, la République était habillée. Ah bon? La République était sacrée. Aujourd'hui, M. Tshisekedi, avec l'Union sacrée, ils ont tout simplement décidé de déshabiller la République. Désacraliser la République. Désacraliser la République. Vous avez une correspondance qu'on signe à 12h, à 12h02, vous avez dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu ça avec Kabila, avec le FCC. Vous avez des conseillers qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout, en train de se battre au vu, eux, au-dessus de tout le monde, qui ne sont pas sanctionnés. Vous savez qu'à l'époque de Kabila, un ministre qui a été pris en flagrant délit, d'abord dans son bureau en train de se masturber, a été sanctionné. Un ministre qui se serait battu dans un débit des boissons a été sanctionné. Mais ici, vous avez des tout-puissants conseillers qui pensent qu'ils sont au-delà de tout. Avec le FCC, on respectait les gens. Il n'y avait pas un gouvernement bis. Aujourd'hui, M. Tshisekedi a installé un gouvernement bis dans son cabinet. Les gens qui sont à la présidence de la République ordonnent même les sorties des fonds au niveau de la présidence de la République. Le procès son jour l'a tellement démontré. Donc, avec Tshisekedi, on a perdu l'État. L'État est totalement déshabillé. L'État est dans la rue. Tshisekedi fait pire. L'Union sacrée fait pire que le FCC. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a des Congolais qui regrettent Kabila.
la gouvernance à tâtons, la gestion alambiquée de la cité par nos amis de l'UDPS et de l'Union Sacrée, fait qu'aujourd'hui, Kabila, qui était le mal aimé, qui était les honnis d'hier, commence à être sanctifié, à être béatifié et même à être réclamé par la plupart des Congolais. Ça, c'est un grand raté et c'est une grosse déception pour toutes les forces de changement qui ont cru que Kabila était un mauvais président et qu'il fallait les substituer à M. Tshisekedi. Non, ne comparez pas le FCC à l'Union Sacrée. Posez la question aux Congolais aujourd'hui. Si on met l'Union Sacrée et le FCC, beaucoup choisiront l'Union Sacrée. Plutôt le FCC. L'Union Sacrée avec M. Tshisekedi en tête, ils nous ont créé des monstres. Comment vous pouvez vous expliquer qu'ils obtiennent un verdict, un arrêt de la Cour constitutionnelle pour reconfigurer la majorité en pleine mandature? Vous avez des députés qui ont été élus sur la liste PPRD qui est dans l'opposition, alors que les députés, lui, il est dans la majorité. On parle du PPRD mosaïque. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? C'est-à-dire que pour les intérêts personnels, on a oublié les principes, on a mis de côté l'État, on a déshabillé l'État et on a désacralisé l'État. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une grosse déception pour toutes les forces du changement qui ont cru à l'UDPS et qui ont cru à M. Tshisekedi. Non, Patrick Lokala, ce n'est pas le FCC. C'est pire que le FCC, ce qui se passe actuellement aujourd'hui. C'est pire que le FCC. Il y a des personnalités politiques qui appartiennent à des regroupements politiques connus, mais qui font allégeance à Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'opposition intellectuelle à travers la rédaction des ouvrages. Vous avez lu l'ouvrage du professeur Némoui Mulanya Wilonja, pas plus tard qu'hier, Matata Pogno a participé au vernissage d'un ouvrage lui dédié. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur la phrase célèbre du professeur Mova Sakani. Il a dit il a fallu qu'on laisse 3 ans de gestion à quelques-uns pour se rendre compte que la critique est facile, mais l'art est difficile. Il a totalement raison. J'étais dans la salle et j'étais en larmes. Immédiatement, j'ai tweeté en disant, en relayant ses propos, mais à la fin, j'ai dit, je suis dans la salle et je suis triste de constater que ce qu'il dit est vrai. C'est ça, justement, la tristesse de nous qui avons cru en l'UDPS. Il a suffi de 3 ans à l'UDPS pour qu'il se morde le doigt et qu'il se rende compte que la critique était facile alors que l'art était difficile. Kabila avait des visions, malheureusement, des visions qui étaient un peu tordues par sa mauvaise gestion. Sous Kabila, vous aviez les 5 chantiers, sous Kabila, vous aviez la révolution de la modernité. Que vous le vouliez ou pas, la constitution dont on fait, que le nom aujourd'hui, c'est l'œuvre de Kabila. Kabila nous a organisé 3 cycles électoraux. Je ne dis pas de lui qu'il est saint, il ne faut pas les sanctifier. Kabila était un mauvais président, ça c'est évident. Mais ce qui se passe aujourd'hui, le béatifie et le sanctifie. Effectivement, l'UDPS au pouvoir n'a jamais été préparé. On se rend évidemment compte que nos amis étaient bien à faire des manifestations dans la rue, à faire des sit-ins à gauche et à droite, à descendre dans la rue, mais ils ne savaient pas qu'ils arriveraient au pouvoir. C'est l'impréparation totale, l'improvisation, l'amateurisme qui s'est installé avec le régime de l'UDPS. Et Mova a totalement raison pour dire qu'en 3 ans, ils se sont rendus compte. Patrick Lokala, regardez. Ils touchent à tout et n'importe comment, et tout ce qu'ils touchent échoue. Ça fait 3 ans qu'ils sont au pouvoir. Vous pouvez me citer un seul projet ficelé, réfléchi, mis en place, mené jusqu'au bout. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il commence des choses après demain. Vous avez tel à détourner, tel à détourner. Tout est fait de manière alambiquée, avec beaucoup d'amateurisme. Et donc, Mova a totalement raison. En 3 ans, on s'est effectivement rendu compte que la critique était facile alors que la gestion était difficile. L'UDPS au pouvoir, c'est une grosse déception. C'est une grosse déception. Je ne sais pas comment il faut que je le dise. Je suis malheureux, alors très très malheureux, j'étais dans la salle, de constater que Mova a raison. Donc, en 3 ans, on s'est rendu compte que ceux qui disaient que Kabila n'a rien fait en 18 ans se rendent compte que là, ils sont obligés de se mordre le doigt et de comprendre que la critique était facile alors que l'art est difficile. En matière d'art, l'UDPS nous montre ses limites. Voilà, je reçois pour vous Pero Louara, le directeur général de CEPEL TV. L'UDPS ne s'est pas préparé, l'UDPS était bonne pour la rue. Ce sont vos mots par rapport à la gestion de l'UDPS. Mais l'UDPS, comme par chance, est au pouvoir, gère l'État, avec tout ce que nous constatons. Maintenant, quelle est l'alternative pour qu'on finisse ce sujet? Parce que, décidément, c'est l'UDPS qui doit gérer jusqu'au bout. Quelle est l'alternative pour sauver les meubles, pour que l'UDPS puisse sortir la tête de l'eau? Je suis légaliste. La seule alternative qui reste, c'est de débarrasser le pays du régime de l'UDPS. Mais comme je suis légaliste, je voudrais qu'il reste au pouvoir jusqu'en 2023,
qu'en 2023, les Congolais se rendent compte qu'avec ce régime ici, nous avons eu RAM, que les Congolais se rendent compte qu'après ce régime, avec ce régime ici, nous avons eu 100 jours, que les Congolais se rendent compte qu'avec ce régime, nous avons eu les Gelou, que les Congolais se rendent compte qu'avec ce régime, nous avons parlé de la rétrocommission. La seule alternative qui reste, c'est que le peuple, à l'heure voulu, prenne ses responsabilités pour se séparer de l'UDPS. Mais entre-temps, les mâles continuent de faire son non, mais moi, chemin. Je ne vois pas la volonté du changement dans ce qui se passe. Je donne deux cas. Il n'y a rien que vous puissiez proposer à Félix et Antoine Tshisekedi par rapport à la gestion de l'État pour qu'il se rattrape. Non. Un confrère à vous a dit, Christian Boussembe a dit qu'il se pose un vrai problème de casting et de planification dans les chefs du régime en place. Non, mais ça fait 3 ans qu'on l'a dit. Moi, je suis fatigué de lui donner des conseils. Je me suis résolu à constater qu'ils se contentent de ça. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas d'autre alternative. Ça fait 3 ans qu'on l'a dit. Comment vous pouvez vous expliquer, monsieur Lokala, que vous soyez président de la République? On a vu ce qui s'est passé avec les conseillers, tel a dit tel. Tout le monde croyait que quand le président de la République reviendrait du Kassai oriental, il va balayer sa cour. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Ouais, au Kassai, on a crié au On a crié, on a dit ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Tout le monde croyait que ça, au retour, le président Tshisekedi va faire quelque chose. Nous tous, on lui a donné les bénéfices des doutes. Mais on s'est rendu compte effectivement qu'il se plaise dans ça. Apparemment, ils se plaisent dans ça. Ok, comme c'est leur mandat, ils ont une certaine légalité par rapport à ce mandat. Ils ont été élus pour un mandat de 5 ans. Je suis légaliste. J'ai dit, laissez l'UDPS faire ce qu'il est en train de faire. Laissez-le s'embourber jusqu'à ce qu'il comme il est en train de s'embourber. À la fin de ce mandat, donc dans 2 ans ou dans 1 année ou dans 2 ans, la population aura de nouveau le choix de sanctionner l'UDPS. Aujourd'hui, on peut tout dire. Moi, j'ai arrêté de dire parce que je me suis rendu compte qu'ils ont les oreilles dures, ils n'entendent pas. Si des gens sont dans le contentement, les gens sont dans la jouissance, les gens sont dans la périphérie et non pas dans la profondeur, ceux-là, ils ont les oreilles dures, ils n'entendent pas, qu'ils continuent à gérer comme ils les gèrent. Et après, on verra, quand le moment viendra, il reviendra à la population de sanctionner. Moi, je ne dis plus rien parce qu'ils n'entendront pas. C'est lui que tu viens de citer, Christian Boussembe, est réputé comme quelqu'un qui fait des éditos proches de l'UDPS. Quand lui-même commence déjà à vous dire qu'il y a des problèmes de planification, ça veut dire que la frustration... Il a dit, Félix Tshisekedi a de très très bonnes idées, mais il se pose un problème de planification et de casting. Ah ben si déjà lui il commence à le dire, lui qui est supposé, à tort ou à raison, hein, je ne sais pas. Hein, non, nous on ne les juge pas. On ne les juge pas, c'est son choix, à tort ou à raison. On dit, lui qui est supposé à un moment donné communiquer ou plutôt prendre position pour l'UDPS, quand eux-mêmes de l'intérieur commencent à dire ça, c'est que c'est grave. Nous de l'extérieur, on a dit, on s'est rendu compte qu'on était en train de nous épuiser pour rien. Désormais, on regarde, chacun rendra compte, présentera son bilan devant les peuples et il reviendra au peuple de prendre ses responsabilités quand il le faudra. Il reviendra au peuple de prendre ses responsabilités quand il voudra. Ce sont là le propos de Pero Louara de CPL TV. Nous l'avons reçu aujourd'hui. Nous analysons froidement l'actualité en République démocratique du Congo avec lui au niveau de notre chronique de chaque jour. Pero Louara, vous avez parlé du RAM. Le RAM a été initié il y a de cela quelques mois. On a quand même récolté des fonds. Les élus du peuple ont qualifié le RAM d'une escroquerie d'État. On a même traité le ministre de voleur. Ce sont les propos des députés. Et depuis, le RAM continue à faire son petit bonhomme de chemin. Nous le savons tous, mais pas plus tard qu'il y a quelques jours, on nous a promis la suppression définitive du RAM. Mais entre-temps, on ne sait pas combien a-t-on récolté comme fonds avec le RAM. On ne sait pas où se trouvent les fonds. On ne sait pas en quoi cet argent a servi, même si on nous a dit qu'on a installé un peu de Wi-Fi à travers quelques sites universitaires. Et vous, personnellement, comment avez-vous apprécié l'annonce de la suppression de la taxe RAM? Ce qu'il faut d'abord noter est que le RAM est une véritable escroquerie. Une escroquerie grandeur nature, une escroquerie d'État. Parce que le RAM viole toutes les lois en matière d'institutions et des impôts et des redevances et de la taxe. Jusqu'à ce qu'ils décident de supprimer le RAM, ils ont été incapables de nous donner la nature juridique de ce qu'on appelait RAM. Était-il un impôt? Était-il une taxe? Est-ce que c'était une redevance? Ils ont été incapables de nous dire effectivement ce qu'est RAM. Maintenant, ils décident de les suspendre. De les supprimer. De les supprimer. Je suis, d'abord content que la raison finalement
ait décidé de revenir dans la peau, dans la tête de ceux qui avaient lancé RAM, qui avaient lancé RAM. Mais ils disent qu'ils vont le faire au mois de septembre, de mars. Une injustice ne peut pas avoir une prolongation. Quand on se rend compte que là, on est en pleine violation de la loi, on ne peut pas encore permettre ces supplices-là à ces peuples jusqu'au mois de mars. J'accepte qu'ils le fassent au mois de mars. Mais on est dans un pays dit de démocratie. Il faut que les responsabilités soient tirées. Le problème du Congo, c'est également ça. RAM est une escroquerie. Il ne suffit pas de les suspendre ou de les supprimer. Encore faut-il établir les responsabilités sur cette affaire des RAM-là. Qui a institué RAM? Sur base de quels principes avait-il décidé de commencer à nous couper l'argent? On est dans un état de droit. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, vous prenez la femme de Lokala, vous prenez l'enfant de Lokala, vous l'enfermez quelque part, vous vous mettez à la violer ou, je ne sais pas, à se comporter indignement avec lui. Après un tollé ou après la clameur publique dans la rue, vous vous réveillez un matin, vous vous dites, ok, j'ai décidé, j'ouvre la porte, désormais Lokala, prenez votre fille, prenez votre femme. Non, monsieur, ça ne doit pas se passer comme ça. Qui vous a donné l'autorisation de commencer à ponctionner, à voler l'argent dans les téléphones de ces peuples? Il faut que les responsabilités soient établies. Moi, je voudrais bien que notre justice se saisisse de cette affaire ici et qu'ils nous disent qui est responsable de cette affaire des RAM. Deuxième élément, l'ODEP nous a dit qu'on nous a ponctionné plus de 200 millions de dollars américains. 200 millions de dollars américains peut arranger beaucoup, Mama et moi. Ouais. Vous savez que Mama et moi a des problèmes. 200 millions de dollars américains peut arranger plus de 200 kilomètres des routes. Plus de 200 kilomètres des routes. Où sont partis les plus de 200 millions de dollars américains qui ont été récoltés? Celui-là, c'est un bandit. Celui-là est un escroc, selon les propos des députés. Et celui-là doit rendre compte. Comment est-ce qu'il prenait cet argent? Où se trouve cet argent? Qu'est-ce qu'il en a fait? Il faut que la justice établisse des responsabilités. Se réveiller un matin, commencer à escroquer les gens, à prendre leur argent, et puis un bon matin, comme si on était les bons dieux, on s'est dit, bon, mais non, j'arrête de prendre votre argent, et tout le monde vous laisse faire. Ah non, non, dans un pays civilisé, ça ne se passe pas. Ils décident de le suspendre, certainement qu'ils se sont rendus compte que c'était une grosse erreur, et que c'était une violation de la loi. Une violation de la loi ne se répare que par une application de la loi. Une injustice ne se répare que par la justice. Il faut que la justice vienne, et qu'on établisse les responsabilités. Qui avait institué RAM? Pourquoi les RAM étaient institués? Où se trouve l'argent? Qu'en est-il fait? Parce que l'Assemblée nationale nous a dit que dans tous les libellés des budgets, dans toutes les lignes budgétaires, il n'y a nulle part où on nous parle des RAM. Attendez, local. Les fonds du RAM ne sont pas repris. Soyons sérieux. Vous n'allez quand même pas autoriser que dans un pays sérieux, qu'un individu, je ne sais pas c'est qui, il se réveille un matin et commence à voler l'argent de vos compatriotes et des citoyens. Il vous pompe comme ça plus de 200 millions. Le lendemain matin, il se réveille comme si c'était lui le bon Dieu. Il vous dit, bon, à partir d'aujourd'hui, bon, non, non. Dans la mesure où le Parlement ou l'Assemblée nationale a été incapable de les sanctionner, vous pensez que la justice peut, cette fois-ci, se saisir du dossier et tirer les responsabilités? Je le souhaite. Ça, et moi, je vais vous dire une chose. Si la justice n'établissait pas les responsabilités à l'heure où nous parlons, l'affaire RAM restera une véritable tâche sur le régime de Tshisekedi. Et je pense que cette histoire ici va suivre le régime de Tshisekedi, même dans sa tombe. Après le régime de Tshisekedi, les gens vont rendre compte. Vous savez ce qu'ils font aujourd'hui avec Matata Ponyo, Bukanga Lonzo, ceci. On aura aussi des procès RAM. Les Zoé Kabila, tout ce qui fait. Richard Mouej. Non, mais moi, ce qui s'est fait règlement des comptes. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ils doivent savoir aussi qu'ils ont des cadavres dans leur placard. Et RAM est un gros cadavre. Un cadavre puant qui n'a pas besoin que des médecins légistes viennent vous dire que ça sent le cadavre. Donc, même les passants sentent qu'il y a un cadavre. Il y a un cadavre ici. Très bien. On n'a pas besoin d'être légiste pour comprendre qu'il y a eu un homicide ou un assassinat dans cette maison. Le RAM est un cadavre qui sortira à temps voulu et les responsabilités seront établies. Qui se détrompe? Moi, je leur demande tout simplement, non seulement de supprimer le RAM, mais aussi d'établir les responsabilités sur cette escroquerie grandeur nature. Et cette affaire les poursuivra jusque dans leur tombe. Ça, c'est une tache d'huile sur la chemise du régime
de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons voir si la justice sera à mesure d'interpeller toutes les personnes impliquées dans cette escroquerie d'État, telle que les députés l'avaient déclaré, dénoncé au niveau de la plénière, même si l'Assemblée nationale n'était pas à mesure de sanctionner le ministre Augustin Kibasa Maliba, qui est en charge le PTNTIC. On va changer de sujet cette fois-ci pour parler un peu du Rwanda, les relations tumultueuses entre les deux pays. Paul Kagame a brillé par son absence au niveau du sommet de l'accord cadre d'Addis Abeba organisé à Kinshasa. Félix Tshisekedi a eu même la présidence. Est-ce que vous pensez que Kagame a saboté l'invitation de son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui le traite souvent de son ami et de son frère? Je dois ici rappeler qu'il y a de cela 48 heures, Paul Kagame était à l'inauguration d'un stade au niveau du Sénégal avec Macky Sall. C'est ce que je voulais dire exactement. Ça, c'est aussi notre preuve de l'échec de la diplomatie de M. Tshisekedi. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent il a fait plus de 100 voyages, il a réussi à replacer le Congo sur orbite diplomatique. C'est faux, parce que quand on regarde les montants utilisés pour ces multiples voyages, l'ODEP nous a parlé de plus de 200 millions de dollars américains. Un voyage coûterait 2,5 millions de dollars. Quand on a fait un peu plus de 100, on est dans les 250 millions de dollars américains. Mais quand vous mettez l'ensemble de l'argent dépensé dans le voyage et les retombées que nous avons eues dans le pays, vous allez vous rendre compte que c'était vraiment des voyages... C'est un contraste. Hein? Non, c'est un grand contraste. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'était des voyages qui n'apportent rien à la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, regardez, M. Tshisekedi venait de remettre le tablier au niveau de l'Union africaine. Vous avez vu combien de chefs d'État il y avait? Il y avait pratiquement tous les chefs d'État, parce que c'était Macky Sall, tous les chefs d'État. Et nous sommes en plein Covid, alors qu'il y a une année, quand lui prenait le pouvoir, il n'y avait personne. Il a fait pratiquement la remise des reprises avec monsieur comment il s'appelle, Moussa Faki, qui est secrétaire exécutif de l'Union africaine. C'est la preuve que nos amis qui sont au pouvoir ont des problèmes, même s'ils veulent se camoufler. La gestion du Rwanda. Kabila était ici, nous avons dit de lui qu'il était... Il était rwandais. On a dit de lui qu'il était Hippolyte Kanambe. On a dit de lui que son père n'était pas son père. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, Kabila ne l'a pas fait. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai dit à un moment donné, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, dans certains domaines, nous devons demander pardon à Kabila. Mea culpa. Nous devons faire notre mea culpa. Je ne dis pas de lui qu'il a été un bon président. Je ne suis pas en train de béatifier. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est la gestion à tâtons de l'UDPS qui le béatifie et qui le sanctifie. Kabila rwandais, soi-disant, Hippolyte Kanambe, son papa n'était pas son papa, le Rwanda ne faisait quand même pas avec ce qu'il est en train de faire avec nous. Mais M. Tshisekedi a tout donné au Rwanda. Tout donné au Rwanda. Aujourd'hui, l'or du Congo est raffiné au Rwanda sur base de quels principes? Tout le monde sait que dans la situation de l'insécurité que nous avons chez nous, Paul Kagame en est pour beaucoup. Cet homme crache sur nos morts. Il dit qu'il n'y en a jamais eu de morts, jamais de massacres dans l'Est de la République. Il crache sur nos héros. Le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix, M. Mukwege. Mais entre-temps, qu'est fait notre président de la République? Il accueille devant tout le monde. Il dit de lui qu'il est son ami et son frère. À peine ici, il vient de faire la déclaration qu'il est prêt à venir au Congo. Il a dit qu'il n'aura pas besoin de la permission. Au nom de la paix au Rwanda. Il a dit qu'il n'aura pas besoin de la permission. Il dit pour certaines situations, nous supplions, pour d'autres, nous demandons. Mais pour ces cas ici, nous n'aurons besoin de la permission de personne pour entrer au Congo. Il va faire un peu comme Poutine. Ah ben là... Paul Kagame, c'est le Poutine africain vis-à-vis de Félix et Antoine Tshisekedi. On parlera de Poutine si tu veux bien. Donc, ça c'est la faiblesse de la diplomatie de la République démocratique du Congo. L'absence du Rwanda, de Paul Kagame, au sommet organisé par M. Tshisekedi est tout simplement un manque de respect pour le Congo et pour M. Tshisekedi. Je pense que le président de la République doit se rendre compte qu'il est temps qu'il redéfinisse un peu ce rapport avec le Rwanda. Je ne sais pas quel genre de relation, quel genre d'accord. Quand vous parlez de redéfinir ces rapports avec le Rwanda, ça veut exactement dire quoi? Ça veut dire que le président Tshisekedi doit arrêter de croire que Paul Kagame est un frère. Il doit arrêter de croire que Paul Kagame est un ami. On ne peut pas présenter quelqu'un comme un ami et celui-là, il vient tout le temps vous poignarder dans les dos. Il faut à un moment donné que le président de la République vende l'image de quelqu'un qui est capable de regarder Kagame dans les yeux, lui dire non quand il est faux et lui dire oui quand il est faux. Parce que là, il en est capable, il en sera capable de le faire. Je voudrais que ça arrive. C'est ce à quoi je m'attends. Je voudrais que le président de la République finalement vende l'image qu'il peut regarder cet homme dans les yeux. Parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, la diplomatie congolaise par rapport au Rwanda nous donne l'impression que nous avons tout à perdre avec le Rwanda, alors que le Rwanda a tout à gagner avec nous.
Et là, c'est du sabotage total. C'est la preuve que la ligne diplomatique menée avec Paul Kagame n'est pas la bonne. Comment pouvez-vous vous expliquer qu'on parle d'une question importante de la région, de la sécurité dans la sous-région? Paul Kagame, lui, se contente d'aller inaugurer un stade où il y avait des Fally Ipupa, il y avait des joueurs, donc le loisir. Mais quand il faut parler de la paix et de la sécurité dans la région, chez son frère, chez son ami et son frère, supposé. Je dis, c'est son prétendu frère. Ami et frère qui décident de boycotter cela. Ça, c'est des éléments à mettre sur la table et des éléments qui doivent amener le président de la République à se rendre à l'évidence que la manière dont il gère ses rapports avec Paul Kagame ne sont pas bonnes. Il faut que le président de la République se rende à l'évidence qu'il est temps de redéfinir complètement nos rapports et les relations que nous entretenons avec le Rwanda. Nous sommes quand même le Grand Congo. Ça n'est assez à... les Grands Congo de nom. Non, nous sommes les Grands Plusieurs fois, le Rwanda vous a menacé. Vous n'avez pas fait des réactions appropriées. Non, mais c'est comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que moi... Paul Kagame a même dit qu'il y a certains proches du mouvement M23 au niveau du gouvernement de la République. J'en appelle Je n'ai jamais entendu. Non mais c'est ça, j'en appelle au président de la République. Les deuxièmes sons de cloche de ceux qui nous dirigent. J'en appelle au président de la République. Mais entre-temps, on dit que nous sommes un grand Congo. Le Congo est grand. Le Congo est grand. La grandeur du Congo ne doit pas être vue en termes d'hommes. C'est d'ailleurs pour ça que moi je refuse ces concepts défaitistes et de certains qui disent Mboka Ekufa, Tote Kamboka Oyo, Mboka Eleki Munene. Nous restons un grand pays, mais nous avons un problème de leadership. J'avoue que le Congo est malade, ça c'est évident. Ça, nous sommes malades et nous sommes même dans un problème de leadership. Le Congo souffre d'un problème. Le Congo souffre d'un problème de leadership. Une fois que le Congo aura des leaders capables de mettre les intérêts supérieurs de la nation, les intérêts collectifs, au devant de leurs intérêts mesquins, des leaders qui ont une vision, qui sont prêts à donner leur vie pour leur vision. Parce qu'en réalité, dans la vie, quand on n'a pas une chose pour laquelle on est capable de donner sa vie, on ne mérite pas de vivre. N'oubliez pas, le Rwanda qu'on présente comme un grand Rwanda aujourd'hui, en 1994, le Rwanda était où? Ça, c'est l'histoire. En 1994, le Rwanda a connu un génocide. Le Rwanda a compris ses faiblesses et il s'est amélioré. Il s'est amélioré pourquoi? Mais entre-temps... Non, mais attendez, Patrick Lokala. Le Rwanda s'est amélioré pourquoi? Parce qu'il y a un homme. Que vous acceptez ces méthodes ou pas, un homme qui a un leadership fort, qui a un certain charisme et qui a une certaine vision, qui a amené le Rwanda là où il se trouve aujourd'hui. Et le Congo manque un homme comme celui-là. Le Congo manque un homme comme celui-là. On ne peut pas dire que le Congo n'est pas grand. Non, le Congo est grand, mais le Congo a un problème des commandants. Il nous faut un leadership clair, un leadership fort, un leadership visionnaire, un leadership capable de taper du poing sur la table, parce que le fossé et le mal dans lequel nous nous trouvons est tellement fort qu'il nous faut des vrais spécialistes pour sortir le Congo de la maladie dans laquelle il se trouve. Malheureusement, on ne les a pas encore. Moi, je ne suis pas défaitiste. Moi, je ne suis pas fataliste. Je ne dis pas que le Congo n'est pas grand. Je ne dis pas que le Congo est Koufa. Je ne dis pas que Toteka Congo. Je reconnais que mon pays a des problèmes, et même des sérieux problèmes. Je reconnais que mon pays est malade, et même très sérieusement malade, mais mon pays a surtout un problème de leadership. Question directe, pourquoi Félix ne réagit pas face à Paul Kagame? A-t-il peur de Paul Kagame parce qu'il sait que Paul a développé des relations au niveau international, notamment avec les Juifs, ou a-t-il peur de l'armée rwandaise? Je ne suis pas dans la tête de M. Tshisekedi pour savoir ce qui se passe. Je constate tout simplement que sa réaction n'est pas appropriée et la plupart des Congolais se plaignent de ça. Merci beaucoup, Pero Louara, directeur général de CEPEL TV. On va prendre le tout dernier sujet relatif aux élections de 2023. Félix Tshisekedi a fait une promesse de plus, pas de trop. On ne va pas le dire comme ça. Il a rassuré tout le monde qu'on aura des élections en 2023. Est-ce que vous croyez à la promesse du président de la République qui a rassuré le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et voire même les membres de la CENI qui étaient présents à cette réunion de travail? Vous aurez trouvé un autre mot, j'aurais pu croire. Mais quand vous parlez de la promesse, comment croire aux promesses du président Tshisekedi? C'est la 40e. Non, on a dit il a rassuré les uns et les autres. C'est la 40e. C'est la 40e promesse. Moi, je vais tabler sur les faits. Nous sommes déjà au mois de mars, parce qu'aujourd'hui c'est le 25 ou le 26. Voilà. Nous sommes déjà au mois de mars. Le mois de février derrière nous. On attend comment ça s'appelle, la session de mars au Parlement. On verra un peu plus clair. Mais avant que la session n'arrive, tous les indicateurs sont au rouge et tout porte à croire aux élections en 2020. Quels sont ces indicateurs qui sont au rouge? Je vais en venir. Ouais, allez-y. Je vais en venir. Très bien. Monsieur
Kadima vous met des éléments sur la table. Premier élément, il vous parle de la situation sécuritaire, les contraintes sécuritaires. À l'heure où nous parlons, ça fait 10 mois que nous sommes sous état de siège. Nous avons l'armée ougandaise chez nous. Personne ne vous dit pour combien de temps. Personne ne vous dit la mission officielle des Ougandais. On ne nous parle même pas des nombres. Ils sont combien chez nous? On ne nous parle pas des géolocalisation. Personne ne sait s'ils vont s'arrêter à Lituri, s'ils vont aller dans quelle localité. Alors, la contrainte là, sécuritaire, c'est déjà un goulot d'étranglement pour que nous ayons des élections. Deuxième élément. Monsieur vous parle des problèmes, des contraintes législatives. Nous sommes au mois de mars. La loi électorale n'a pas encore été votée au niveau du Parlement, alors que c'est la loi boussole. C'est la loi boussole. Ils se sont précipités de faire voter de manière assez catastrophique la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un calcul politique. C'était celui de contrôler effectivement la Commission électorale nationale indépendante et de placer leur pion. Une fois que le pion a été placé, ils ont oublié une autre loi boussole qui est la loi électorale. Elle n'est pas encore prête. Messieurs vous parlent des problèmes de financement. À l'heure où nous sommes, on vous dit que si au mois de juin, on n'arrive pas à décaisser de l'argent tel que demandé, il faut déjà envisager qu'il n'y aura pas élection. Et j'étais dans le déjeuner avec le Premier ministre, il nous a laissé entendre que seulement pour cette année ici, le gouvernement doit débourser 642 millions de dollars américains. 642 millions de dollars. Ils estiment que c'est trop, que c'est surfacturé, mais la facture c'est 642 millions de dollars américains. Est-ce que vous pensez que là, jusqu'au mois de mars, ils n'ont pas encore commencé à financer? Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont arriver à financer cela? Il faut lancer des opérations de renouvellement du fichier électoral, la formation des cadres, les déploiements. Est-ce que vous pensez vraiment que le régime de l'UDPS, qui n'a fait pas des projets jusqu'au bout, peut vraiment aider la République à avoir des élections jusqu'en 2023? Je reste dubitatif. Mais le miracle existe. Si ils vont... Oh, le miracle est dans la gestion. Si, bon, peut-être qu'ils sont... Non, mais il n'a jamais existé de miracle dans la gestion. On sait. Si ils pensent que il peut faire un miracle, tant mieux. Mais moi, je suis assez dubitatif. Et comme c'est une autre promesse du président Tshisekedi, je doute de cette promesse-là. J'aimerais qu'on ait des élections. Ça, c'est évident. Parce que les bilans et la gestion de nos amis de l'UDPS étant ce qu'il est, j'ai vraiment envie que les Congolais sanctionnent ces régimes en 2023. J'ai vraiment envie qu'on n'ajoute même pas un seul jour à ce régime. S'il faut qu'on arrive en 2023 et qu'ils soient sanctionnés pour ce bilan catastrophique de leur gestion de la République. Mais tel que je suis en train de voir les choses, qu'on ait des élections en 2023, des élections crédibles, des élections apaisées, des élections, je suis quand même assez dubitatif. Mais on verra. Des partis politiques affûtent leurs armes pour les élections de 2023. Dans ces cadres, Moïse Katumbi a inauguré son tout nouveau siège au niveau de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Comment avez-vous apprécié la grandeur de cette œuvre de Moïse Katumbi? Je suis très content. J'ai vu que l'homme avait vraiment mis... les génosités, l'intelligence pour avoir ça. On me dit que c'est les plus grands sièges des partis politiques, non seulement au pays, mais même ici en Afrique centrale notamment. Ça peut peut-être dénoter de la grandeur de ce que Moïse Katumbi et même de son projet. Je lui souhaite beau vent. Mais non, il reste à travailler. Il reste à travailler parce que ces peuples qui a cru à l'UDPS pendant 37 ans a vu qu'au pouvoir, l'UDPS a déçu ses espoirs. Il reste à travailler pour redonner confiance à ces peuples, pour redonner espoir à ces peuples. Avoir un siège, c'est une chose. Encore faut-il travailler pour que la vision, les espoirs des Congolais suivent la grandeur et la beauté de ces sièges-là. Mais déjà, c'est bon. Quand on est dans l'opposition, plutôt pas au pouvoir de manière totale comme Moïse Katumbi, et qu'on se dote de ces sièges-là, alors qu'on a un autre parti politique qui a déjà 3 ans au pouvoir, dont le siège n'a pas de toilettes, les toilettes sont bouchées. Le siège de l'UDPS n'a pas de toilettes. C'est Chilumbu qui a dit ça. Il a dit que le siège de l'UDPS n'a pas de toilettes. Il a dit que, alors que les députés donnaient $500, c'était d'ailleurs dans une émission qu'on a faite entre... J'étais parmi les gens qui lui posaient la question avec Peter Tiani et les autres. Il a dit que alors qu'eux ils cotisaient, les sièges avaient des problèmes de toilettes et que les toilettes du siège étaient bouchées. Si en 3 ans vous êtes au pouvoir, vous UDPS, vous êtes incapable de déboucher les toilettes de votre siège et vous amenez des projets du genre, on va développer 145 territoires alors que les sièges ici à Limité, les toilettes sont bouchées, selon le professeur Chilumbu, je commence quand même à douter. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent donner
un peu l'image de ce qui peut être quelqu'un, de ce qui peut être la vision de quelqu'un. Moïse Katumbi a un bon siège, bravo à lui, mais il faut continuer à travailler et à renaître l'espoir dans le cœur de ces peuples. Pero Louara, merci d'avoir répondu à mon invitation. Ça a été un grand plaisir, j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup. C'est le public qui va juger. J'ai recevé pour vous le directeur général et aussi journaliste de CPL TV, Pero Louara, qui était le nôtre ici sur le plateau de Chronique de Patrick Lokala. Si vous avez aimé l'émission, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.